Je crois que la question de la souveraineté, mais disons des souverainetés, le rapport traite effectivement des souverainetés, est une question fondamentale. Personnellement, je me suis toujours demandé pourquoi nous ne prenions pas au mot les nouveaux maîtres du monde, c'est-à-dire ceux qui prétendent donner les leçons et diriger le monde. C'est Rostov, après la conférence de Bandung, Rostov c'était le secrétaire d'État américain chargé des questions de développement, qui disait que le développement est constitué de 5 étapes. Une âge de la naissance à la maturité pour permettre le développement d'un pays. Je dis souvent que il dit que le développement c'est une graine en quelque sorte qui a poussé dans les pays occidentaux et qu'il nous suffit de le prendre et de semer pour avoir les mêmes résultats que les pays occidentaux. Bien sûr, c'est une absurdité. Nous en avons fait la critique pendant des décennies, je crois. Mais je crois que parfois, donc, il est bon de les prendre au mot. Pourquoi je dis qu'il est bon de les prendre au mot? C'est de revoir un peu comment l'industrialisation ou le développement des grands pays industrialisés aujourd'hui s'est fait. D'abord, ils ont travaillé sur des leviers qui permettent d'assurer la souveraineté et le développement économique. Ils commencent par identifier les ressources des eaux, les ressources du sol et du sous-sol, les forêts, les mines. Ils mettent la main là-dessus, c'est-à-dire que tout cela, l'État les prend, considère que c'est le capital national. Ensuite, ils créent l'impôt et ils lèvent une armée. L'armée se met à travailler, c'est comme ça qu'on a fait la construction nationale. Et pour simplifier, donc disons donner une synthèse de cette démarche, nous l'avons appelée la maîtrise des conditions de l'accumulation, c'est-à-dire la maîtrise du sol, la maîtrise des ressources, de l'environnement, du sous-sol, etc., la maîtrise du système d'éducation et de formation, la maîtrise de la science et de la technologie, la maîtrise du système bancaire, la maîtrise de la production et la maîtrise de la communication. C'est ça que j'appelle les conditions de l'accumulation. Et donc, vous remarquerez que si un État n'a pas de souveraineté sur tous ces leviers, il y a peu de chances qu'il construise un développement adéquat. Et c'est pour ça que c'est important de le préciser souvent et je vous remercie pour cette question. Pourquoi il faut le préciser? Parce que des fois, nos jeunes sont dans des polémiques sans intérêt, disant ça et là que nos pays ne sont pas indépendants. Ce n'est pas exact. L'accès à la souveraineté internationale, c'est-à-dire être indépendant, un pays indépendant, c'est autre chose. C'est qu'une communauté internationale accepte que vous avez un territoire, un gouvernement, un drapeau, un hymne et des signes. Ça veut dire l'indépendance politique. Et de ce point de vue, nos pays sont réellement indépendants. Mais on peut parfaitement être indépendant, et c'est le cas de l'insatisfaction de la jeunesse, des anciens, des moins vieux sur le continent. Le problème, c'est être maître de soi sur les leviers fondamentaux qui permettent de construire le développement. C'est-à-dire décider par soi-même de ce qu'il faut produire, décider par soi-même des marchés sur lesquels il faut les écouler, au lieu de plaquer un système éducatif, mettre en place, en forme son système éducatif propre, décider des types de production à faire, décider du type de banque que l'on souhaite, en l'occurrence, pour un pays qui prétend au développement, des banques de développement. Malheureusement, nos banques de développement ont été parmi les premières cibles de l'ajustement structurel. Nous avions, au début de l'ajustement structurel, 2 banques de développement, la Sodefitex et la BNDES. La Banque mondiale les a supprimées, a demandé du moins de les supprimer. Or, lorsque vous prenez la liste du Fonds monétaire ou celle de la Banque mondiale, je ne sais plus le nombre, je crois que d'un côté il doit y avoir 15 pays que l'on qualifie d'émergents, de l'autre c'est le Fonds monétaire, 17 à 18 pays. Aucun de ces pays ne fonctionne sans banque de développement. Ici, nous n'avons aucune banque de développement. Et la vocation d'une banque de développement, c'est de financer justement le développement, c'est de ne pas avoir des préoccupations de rentabilité. Bien sûr, dans la liquidation de ces banques, le Sénégal a des responsabilités
parce que c'était des banques que progressivement on avait transformées en une sorte de vache laitière pour le parti dominant au pouvoir, pour sa clientèle politique, pour ses grands griots, pour ses grands journalistes. C'est pour ça que dans une certaine mesure, j'ai été parfaitement d'accord de la liquidation de ces banques. Disons donc les souverainetés. Les souverainetés, c'est d'organiser soi-même ses socles de développement. Les socles de développement, c'est l'autonomie de décision. Cessez d'être sur toutes les questions déterminées par l'extérieur. C'est-à-dire que l'extérieur décide de ce que vous devez faire et de ce que vous ne devez pas faire. Ça, c'est l'autonomie de décision. Le deuxième pied de la jambe, c'est la cohésion sociale. On ne peut construire que dans une paix relative. Autrement, vous ne pouvez rien faire. Si on met l'accent sur les deux leviers, on peut vivre maintenant les contradictions courantes, les divergences de partis politiques. Mais ça devrait être un socle sur lequel nos pays s'entendent pour construire le développement. L'autonomie de décision et mettre fin à la détermination par l'extérieur, c'est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, le système capitaliste sur la planète est ce que nous appelons le système économique dominant. C'est le plus fort et c'est celui qui se donne cette mission civilisatrice, c'est celui qui décide qu'il doit se répandre dans toutes les autres sociétés. Et le danger est que, comme cela est arrivé en Europe, où ils n'ont plus leur religion, ils n'ont plus leur Dieu, ils n'ont plus leurs ancêtres, c'est ce qui se passe sur le continent. On a terrorisé les gens dans les pays islamiques en leur disant que être anticapitaliste ou être communiste, c'est être contre la religion. C'est complètement faux. Ce qui est contre la civilisation, le système qui est contre le système de valeurs auquel nos ancêtres étaient adossés, auquel nous sommes adossés, c'est le capitalisme. Et le capitalisme, lorsqu'il se répand dans une société, sa cible fondamentale devient le système de valeurs et les vertus auxquelles la société est adossée. C'est pour ça que nous allons continuer pendant longtemps, si nous ne voulons pas l'affronter directement, nous allons continuer donc longtemps à pleurnicher sur la disparition de nos valeurs. Le capitalisme n'est pas, en l'occurrence, un simple système économique, c'est une civilisation. Et cette civilisation qu'ils veulent répandre sur toute la planète, à travers la promotion de l'homosexualité. Au passage, je ne suis contre aucun homosexuel, je n'en brûlerai aucun, je ne jetterai la pierre sur personne. Mais les sociétés existent, les nations existent avec les valeurs et les vertus auxquelles elles sont adossées. Tout cela reflète l'exigence de souveraineté qui traverse tout le continent africain. Il faut donc lutter non pas seulement pour la souveraineté, mais pour une bataille sur les souverainetés. Sortir du marché international de l'enseignement supérieur, où l'éducation est une marchandise aujourd'hui. Ceux qui ont les moyens de les payer ont les meilleures universités, les meilleures écoles et les meilleurs cadres, et ceux qui ne peuvent pas financer l'éducation dépendront des autres. Vous voyez vous-même la rapidité avec laquelle, avec l'ouverture économique du monde, les universités du reste du monde ouvrent leurs portes ou se répandent avec la grande mystification que constitue la codiplomation. La codiplomation, c'est un phénomène sur lequel je voudrais qu'on réfléchisse beaucoup. C'est de la mystification. Le diplôme international n'existe pas. Un diplôme est un instrument dans une société qui consacre une formation pour résoudre les problèmes de cette société. Mais l'extraversion de notre jeunesse, la dépolitisation dans nos sociétés sont telles que nos jeunes filles, les aînés, même parfois, ont une telle envie de l'Occident, un tel désir du maître qui est le blanc, qu'il est difficile, sinon on ne précise pas toutes ces choses, d'armer les gens pour pouvoir lutter pour une souveraineté réelle, la grande souveraineté, dans toutes ces souverainetés nécessaires pour notre développement. Je crois qu'il faut d'abord préciser que, contrairement à ce qui se dit un peu partout, la pandémie n'est pas une surprise. Elle a été annoncée à plusieurs reprises. Et ce qui fait justement que d'une crise à travers un virus, on est arrivé à une pandémie, c'est déjà que
disons, les défaillances étaient là dans le système économique qui domine le monde. C'est les perversions de l'économie mondiale depuis des décennies qui ont aggravé la crise. Et parmi ces perversions, c'est cette volonté de soumettre tous les pays aux chaînes de production et aux chaînes de valeur mondiales, d'ailleurs qui ne font que renforcer la puissance des grandes industries en laissant de côté les chaînes de valeur locales. Je crois que c'est une grave erreur. Et c'est particulièrement grave pour l'Afrique, qui est un pays essentiellement agricole, qui semble refuser, je le mets entre guillemets, son industrialisation. C'est ainsi que sur l'ensemble du continent, tout ce que nous utilisons, caméras, télévision, enregistreurs, pieds de micro, ampoules, etc., 94% de tout cela, radio, télévision, nous viennent de l'extérieur. Seulement 6% sont fabriqués en Afrique. Ça fait déjà que, même avec vos ressources du sol ou du sous-sol, si vous les vendez à l'extérieur, vous gagnez, vous avez des revenus, vous gagnez des devises. Ces devises aussi, vous allez les dépenser pour ces biens dont je viens de citer, et ce sera toujours une sorte de financement de l'extérieur en ne faisant pas sa propre industrialisation. Ça, c'est déjà un problème extrêmement grave. Mais la crise est là, je ne vais pas développer, on en a tellement discuté, les dégâts sont considérables et sur tous les plans, les dégâts au plan juridique d'abord, tous les États ont mis sur le coup de toute la législation dans le pays, peu d'États ont continué à respecter leur législation et le droit des citoyens, ça a touché les secteurs économiques et particulièrement pour nous, le secteur le plus touché a été le secteur informel, qui regroupe l'essentiel des personnes qui interviennent au plan économique, mais qui est également composé en majorité de femmes qui sont productrices. Je crois que les désastres de la Covid, nous continuerons à en parler. Mais pour des pays essentiellement agricoles, la seule réponse, c'est peut-être à deux niveaux pour le moment. Revoir, reconstruire nos systèmes de santé. Démocratiser même les systèmes de santé pour que ce soit un système de santé pour tout le monde, particulièrement pour les plus démunis. Parce qu'on ne peut travailler que lorsqu'on est en bonne santé. Le deuxième levier, c'est l'industrialisation du continent, l'industrialisation du Sénégal. L'agriculture, secteur prioritaire tout court, ça n'a de sens que lorsqu'on articule le développement agricole à une industrialisation. C'est-à-dire une industrialisation, disons, alimentée par le développement agricole. Mais déjà, on fait une confusion entre industrialisation, politique d'industrialisation et industrie. L'industrie, l'ouverture des manufactures, des entreprises, ce n'est pas l'industrialisation. La politique véritable d'industrialisation commence par l'éducation et la formation et l'utilisation des technologies et de la science pour couvrir dans le même mouvement tous les secteurs. Donc, considérons que l'industrialisation part d'abord d'une société de culture scientifique. Avec le développement de la science et de la technologie, c'est à ce moment-là qu'on se mettra à transformer avec les conditions de notre époque les produits de l'agriculture qu'il faut transformer pour éviter de toujours importer des produits manufacturés. Et le constat, il est clair, l'exportation de produits manufacturés, c'est-à-dire transformés par un processus de politique d'industrialisation, pour l'Afrique, nous sommes toujours à moins de 3%, en moyenne pour le continent. Les pays africains les plus performants sont à 5 ou 6 produits manufacturés. Le Sénégal a fait, il faut le reconnaître, beaucoup d'avancées dans ses exportations. La part de produits manufacturés, aujourd'hui, touche les 18%. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour le pays, il faut continuer dans ce sens. Donc, développement agricole, mais articulé à une stratégie d'industrialisation. Pourquoi nous insistons pour dire qu'industrialisation alors que la Banque mondiale et les autres nous parlent de plan émergent? Mais c'est simplement pour dire que l'émergence n'est pas un but objectif. Le véritable but objectif, c'est l'industrialisation. On ne va pas dire qu'il y a un risque de noyade, je suis dans l'eau, j'émerge, je sors ma tête. Ça ne suffit pas. Il faut sortir carrément de l'eau, se dresser royalement et construire son avenir. Parce que la construction de notre avenir ne dépend que de nous et personne ne le fera à notre place. Donc, là, fondamentalement, la stratégie pour sortir
du sous-développement et de cette dépendance, détermination par l'extérieur. C'est une véritable révolution agricole adossée par une bonne stratégie d'industrialisation. Le Sénégal a annoncé récemment dans une conférence, je l'ai entendu auprès du ministre chargé du plan émergent, avec le représentant de l'ONUDI, c'était au cours d'une réunion que moi-même je présidais, le Sénégal a annoncé qu'il va sortir prochainement un document de stratégie d'industrialisation. Pour moi, dont l'industrialisation est la spécialité, je crois que c'est une bonne nouvelle. Et tout de suite, j'ai demandé qu'on y associe toute l'expertise nationale et qu'on fasse confiance davantage à l'expertise nationale. Je crois que c'est sous ces conditions seulement qu'on peut offrir à notre jeunesse, offrir à nos pays un avenir meilleur. L'appel que je lancerai, c'est d'abord sortir de la pression des institutions économiques internationales et des partenaires au développement. La pratique depuis quelques années, que ce soit au Congo, RDC, que ce soit ici même au Sénégal, que ce soit en Afrique du Sud, je ne vais pas les citer tous, il y a de plus en plus de chefs d'État qui disent carrément qu'il faut changer de stratégie de développement en interpellant les partenaires extérieurs. Parce qu'effectivement, il y a une marge de manœuvre. Il y a toujours une marge de manœuvre. Et il est clair que tant que les gouvernements utiliseront cette marge de manœuvre pour développer des politiques en faveur des populations, particulièrement les plus démunies, c'est le peuple lui-même qui sera leur bouclier. Je pense que c'est la voie. Il faut oser proposer des stratégies alternatives. La Banque mondiale, le Fonds monétaire, l'ajustement structurel n'interdisent rien du tout. Ils ne peuvent pas bloquer un État qui use de sa véritable souveraineté, mais à condition que justement le gouvernement de ce pays soit un gouvernement, disons, populaire. C'est comme ça qu'il faut le dire. Je crois que c'est ça, c'est la seule solution. Je ne vais pas lancer une multitude de recommandations, mais simplement assurer la cohésion sociale, avoir une autonomie de décision, c'est-à-dire décider par soi-même, identifier sur son territoire les activités stratégiques et appuyer le secteur privé, renforcer la redevabilité, c'est-à-dire respecter ses engagements pour ceux qui gouvernent, rendre compte chaque fois qu'il le faut et pousser les entreprises du secteur privé à s'associer pour agir ensemble. Et enfin, avoir une législation attractive pour ses propres ressortissants, mais également pour les autres. Parce que le partenaire extérieur, qu'on appelle l'investissement direct étranger, il n'investit que lorsque les nationaux investissent. Mais lorsque les nationaux refusent d'investir dans le pays, étant dans une zone franc de libre transférabilité, ils continueront à planquer leur argent à l'extérieur. L'investissement direct étranger que nous attirerons, ce sera une goutte d'eau dans la mer. Alors qu'il nous en faut beaucoup plus, dans la mesure où il n'existe aucun pays sur la planète qui a dans son territoire les ressources nécessaires pour son développement. Si cela existait, les États-Unis ne seraient pas le pays le plus endetté au monde.